toutes. Merci d'être fidèles à Radio Fréquence Atlantique. Donc, nous sommes ensemble les dimanches matins sur les zones 88.3, 93.6 et 105.9. Et puis en direct sur Facebook, en tout cas pour les deux premières parties de l'émission, actualité, déconstruction, information nationale. Et la deuxième partie, sur des ondes de FM, à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. Donc, aujourd'hui, au menu, nous aurons pour l'actualité des commentaires concernant l'action de 30 agriculteurs à la CTM pour le plan national. En ce qui concerne la situation internationale, nous allons parler de l'assassinat d'un blogueur russe. Et puis en matière de déconstruction, nous allons commencer à parler de motivation, des ressorts qui expliquent les comportements humains, individuels ou collectifs, en deux parties. Nous allons commencer à parler de cela aujourd'hui et dimanche prochain, faire des commentaires sur les possibilités de transformer les comportements individuels et collectifs. Donc, nous commençons tout de suite avec cette action qu'une trentaine d'agriculteurs a menée à la CTM, et parce que ces agriculteurs étaient menacés de saisie par la fiscalité française, par les autorités françaises, au motif que pendant la crise de Covid, ils avaient reçu des aides de l'État et auraient-ils, selon ce qu'on dit, mal rempli leur déclaration d'impôt, ne faisant pas apparaître ces aides-là. Donc, menace de saisie tout de suite. Comme la CTM est intermédiaire dans l'affaire et que ce sont des élus, ces agriculteurs sont montés pour demander que leur situation soit prise en compte. Donc, c'est de cet élément-là que nous voulons parler pour en tirer des leçons. D'abord, c'est normal, c'est légitime que ces personnes-là s'adressent au rôle des élus, la nécessité de se mobiliser pour faire connaître ces problèmes ou attendre des solutions venant des collectivités. Et parce que il y a des gens, bon, c'est ce que Lénine appelait les gauchistes à l'époque, qui pensent que non, ça ne sert à rien, les élus sont incapables, ils ne peuvent rien faire, et s'il faut monter là, c'est pour les dénoncer, et bon, finalement, ça montre que nous sommes dans une situation où rien n'est possible. Sauf que les gens concernés sont dans le concret, dans le quotidien, qu'ils seront saisis et qu'ils savent pertinemment qu'en faisant pression sur les élus peuvent intervenir pour débloquer la situation. C'est une réalité. Donc les grandes théories globales et la nécessité de la lutte anticoloniale n'empêchent absolument pas que des petits planteurs, que des élèves d'une école financée par les CTM montent pour dire il faut faire quelque chose. Et d'une façon générale, cela peut accélérer les procédures, mais cela peut aussi pousser les élus à radicaliser leur position quand ils demandent aux autorités coloniales de prendre en compte nos réalités. Parce que ça se fait de dire oui, le pouvoir doit augmenter les moyens, etc. Mais souvent, les différents partis politiques qui se disputent la gouvernance des institutions, des collectivités, se présentent comme ceux qui pourront bien gérer. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que les différents courants s'accusent réciproquement d'être des mauvais gestionnaires. Ceux d'avant disaient qu'il y a un déficit, les autres disent que oui, ils paient à temps, etc. Et l'idée serait que nous sommes des bons, nous pouvons être de bons gestionnaires, donc mettez-nous là. Donc il est légitime qu'on s'adresse à eux quand les choses ne vont pas. Et ils ont bien tort de considérer que c'est injuste, que c'est illégal, puisque leur campagne électorale est fondée sur l'argument
si nous sommes là, les choses quotidiennes. Et on remarque qu'effectivement, cela amène à résoudre à la marge un certain nombre de choses. Mais pourquoi je tenais à parler de cette affaire-là? C'est que, encore une fois, ça illustre bien que nous nous contentons de réfléchir à des questions d'urgence, à des questions d'immédiateté, et que souvent le débat sur les questions de fond qui expliquent les difficultés, ce débat-là n'est pas posé. Prenons le cas de ces petits agriculteurs qui ont reçu des aides, des primes Covid, comme des petits commerces, etc. Même si le pays est bien géré, même si on ne leur réclamait pas injustement, on ne les menaçait pas injustement de saisie pour des problèmes de feuilles d'impôts mal remplies. Mais leur situation ne serait pas meilleure. Tout ça, c'est des choses qui permettent de tenir la tête hors de l'eau, mais la dégradation continue, d'autant plus que, puisqu'on parle de prime Covid, rappelez-vous qu'à l'époque, nous avions expliqué que l'objectif de la préfecture française, et précisément de M. Stanislas Cazel, était de profiter de la pandémie pour écraser le tissu économique local au bénéfice du système économique français. Rappelez-vous, nous le disions, comment on interdisait à des petits agriculteurs, à des petits commerçants de fonctionner en leur faisant payer, en faisant des pressions, en les criminalisant, alors même qu'on autorisait les grandes surfaces, les agences de téléphonie, les centres de vente d'auto, la Française des Jeux à fonctionner. En même temps qu'on permettait aux grands promoteurs de bananes de faire... Il y avait une volonté de profiter de la pandémie pour écraser le tissu endogène, plus qu'ils ne le font déjà. Je veux dire par là que les petits agriculteurs, c'est légitime qu'ils se battent pour l'immédiateté, de même que les petits planteurs de bananes, c'est légitime qu'ils dénoncent les manœuvres de bananes au gouvernement français, les injustices dans les subventions, mais le système est fait pour les écraser. Et il s'agit bien de comprendre que le problème de fond qui doit être posé au-delà des luttes ponctuelles sur telle ou telle question, c'est que toutes ces couches populaires-là qui sont concernées, les petits planteurs, les petits agriculteurs qui sont dans leurs champs, qui sont pris à la gorge, qui n'ont pas les moyens de se payer des experts comptables, vous savez bien les difficultés concrètes qu'ils doivent affronter en matière de comptabilité, en matière de déclaration fiscale. Donc il n'y a aucune bienveillance, il n'y a aucun... ils avaient sorti ça pour les grands capitalistes. Présomption de bonne foi en matière de déclaration fiscale. Non. Donc il faudrait, avant d'envoyer... réunir ces gens, les accompagner dans la réalisation même de leur comptabilité et dans les déclarations fiscales. Bon, mais ça c'est pour dire que la fiscalité même du pouvoir colonial qui était posée pour les agriculteurs, j'ai parlé de couches populaires. Je cite par exemple l'exemple de cette 90 ans qui est menacé de saisie, de sanctions, parce que un chèque concernant la taxe foncière ne serait pas arrivé. Cette personne l'a paniqué, vient demander conseil, et elle dit, mais voilà, j'avais fait accompagner. Mais déjà que cette personne-là ait à payer une taxe foncière importante, c'est un problème qui montre que c'est vraiment un système qui ne peut pas permettre aux individus de vivre bien et aux agents économiques des couches populaires de pouvoir répondre aux exigences. Mais ce n'est pas seulement la fiscalité, c'est la conception même du budget des collectivités locales, des municipalités, de la CTM, puisqu'on sait que les dotations sont réduites, puisqu'on sait qu'il y a des tracasseries administratives et le gouvernement, l'État français
est réputé dans le monde pour cette, disons, imbécilité administrative qui fait qu'il faut passer par tel papier, quoiter ceci, oublier cela, tel délai. Les délais qui sont imposés, qu'il faut déposer tel dossier à la sécurité sociale avant telle date, à la NPE, les bureaux sont fermés, il faut passer par téléphone, ça ne répond pas, les rendez-vous sont éloignés, je ne parle même pas des questions de santé. Donc le système administratif français, c'est le pire qui soit. Et ça vient s'ajouter aux politiques coloniales qui sont développées ici. Alors il y a également les contrôles de la préfecture, de différentes agences qui prennent du temps. Au-dessus de la volonté d'écraser l'économie locale, il y a des vices intrinsèques à l'administration française qui font que aucune couche populaire ne pourra s'en sortir dans le cadre actuel. C'est clair et c'est net. Alors, on va ajouter à cela que, au-delà des mesures de fiscalité, d'administration, n'a pas pu l'utiliser pour monter son exploitation, mais en plus qu'il a mal déclaré, qu'on vienne saisir, etc. La retraité qui ne peut pas payer sa taxe foncière, le chômeur, celui qui touche le RSA, ben, tous les Martiniquais sont confrontés à la profitation de la caste qui contrôle l'économie locale en complicité avec le pouvoir colonial. Les gens prennent votre argent pour leur trésorerie, et quand la pièce est arrivée, on vous appelle pour réparer la voiture. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes. Et puis vous découvrez que la pièce qu'on vous a demandée à 1300 €, quand vous allez chercher sur Internet, un garagiste va chercher sur Internet et il vous dit que cette pièce-là coûte 100 €. 100 €. 100 €. Donc, même si les gens respectent les formules administratives, ne font pas d'erreurs et obtiennent des primes auxquelles ils ont droit, ça ne peut absolument pas compenser ce pillage, ce racket organisé par le pouvoir colonial et les grands importateurs, exportateurs, etc. Donc, ça nous montre que c'est une question politique qui doit être posée. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et après avoir parlé de la question internationale, soi-disant un cadeau, qui explose, qui le tue, autre blessé, dans un café-bar. Tous les médias occidentaux, sans exception, ont parlé de cela sans jamais utiliser le mot terrorisme. C'est un acte terroriste. Pas un seul journaliste ne parlait de terrorisme. Certains ont concédé le mot, il y a eu un attentat. Mais bien vite, la préoccupation officielle, c'était de justifier cet attentat. C'était un blogueur au service de l'armée russe qui justifiait une photo à côté de bonhomme de Wagner, etc. Donc pour laisser entendre que finalement, il a bien cherché le salopard. C'était un criminel, donc si on lui a mis une bombe, c'est pour la bonne cause de la liberté du peuple ukrainien. Un type de commentaire. Ah, les pauvres Ukrainiens, ils subissent une agression illégitime. La dénonciation des bombardements sur les civils prévaut, il n'y a aucun problème sur ça. Mais l'acte terroriste qui est réalisé n'est pas présenté comme tel. Et on voit, il y a la parole qui dit « mentez pas ni mémoire », que la mauvaise foi est tellement évidente que lorsque les Russes, les Wagner, organisent une cérémonie en l'hommage de ce monsieur qu'on a tué, les mêmes journalistes qui disaient, c'était le propagandiste, donc il sous-entendu le méritait, viennent dire comment ils se permettent d'organiser une manifestation. Ce n'était le présentant comme un... C'était un blogueur et vous justifiez hier le fait qu'il ait été assassiné. De même que vous avez vu qu'on ne parle plus de
l'attentat terroriste contre le gazoduc Nord Stream, parce qu'il est prouvé que ce sont les États droit à de l'information objective, nous avons droit à de la propagande militaire. Nous avons droit à de la manipulation. Tout est fait pour idéaliser l'allié occidental de l'OTAN, pour diaboliser ceux qui sont en face et pour que l'opinion publique dise on a raison de faire des attentats, on a raison de bafouer le droit international. Et donc pour idéaliser celui qu'on veut soutenir, quoique maintenant les vérités commencent à être dites sur l'Ukraine, ce que nous disions depuis longtemps, mais ils n'arrivent plus. Quand ils ont dit que la Russie installe des armes et des matériels militaires en Biélorussie qui peuvent attaquer directement l'Ukraine, et d'autres pays européens s'attaquent à l'Ukraine parce que l'OTAN a installé des bases avec des possibilités d'envoyer des missiles directement sur son territoire, et qu'en faisant l'Ukraine entrer dans l'OTAN, eh bien, ces armes-là seraient à la frontière de la Russie. Donc, même des commentateurs occidentaux disent, bon, c'est vrai que les Russes rappellent que c'est l'argument qui prévaut pour les Occidentaux concernant l'Ukraine, c'est le même qu'ils prennent pour installer leurs outils militaires, leur matériel militaire en Biélorussie. Mais là, c'est jeu de guerre. Quand on a dit menaces nucléaires, les radiations, etc., la Russie a dit que vous avez des armes qui peuvent envoyer des frappes nucléaires dans les pays de l'OTAN, de la mer proche du Proche-Orient, là. Pourquoi? Parce que comme ces alliés commencent à se réconcilier avec l'Iran, ils se préparent à la guerre contre tout le monde. C'est normal. L'Occident met des ogives nucléaires où il veut, comme il veut, il n'y a pas de problème. Mais un pays en guerre qui dit « je vais mettre en Biélorussie », tout le monde dénonce ça. Je suis anti-nucléaire, je suis d'accord. Mais comment accepter que l'Angleterre, alliée de l'Ukraine, envoie déjà des armes, des ogives à uranium appauvri? Alors les journalistes ne savent pas ça. Donc, et puis il y a aussi les omissions. Parce que peut-être certains d'entre vous avaient pu voir la vidéo où François Hollande, président français, a été piégé par un journaliste russe, dont c'est le travail, qui lui a téléphoné en se faisant passer pour l'ancien président ukrainien, ami de François Hollande. Alors François, ça va, etc., bon, etc. Mais dis-moi, et il fait Hollande parler. Hollande avoue, là on le voit parler, c'est pas un montage, c'est pas intelligence artificielle, la vidéo est authentifiée, où Hollande dit oui, nous avons signé les accords de Minsk avec les Russes, mais c'était pour les piéger, pour nous donner le temps d'armer l'Ukraine de façon à. Ils ont fixé les accords de Minsk. À quel moment? À un moment où justement l'Ukraine bombardait des régions, le gouvernement. À ce moment-là, c'est bien l'Ukraine qui bombardait des civils. Mais comme les Occidentaux sont alliés à l'Ukraine et ont le plan de l'intégrer dans l'OTAN, ils ont signé les accords de Minsk de façon à ce que les Russes restent tranquilles et qu'ils arment l'Ukraine pour préparer la guerre. Donc quand la Russie, entre guillemets, envahit, c'est en fonction de sa connaissance de la réalité et de la nécessité de se protéger. En disant cela, nous rappelons que c'est deux superpuissances, deux puissances impérialistes rivales qui s'affrontent. Il ne s'agit pas de dire je suis pour X, pour Y. Il s'agit de dire qu'on vient nous bassiner des histoires pour mener la guerre contre la Russie. Alors c'est à cet exemple-là
Je veux donner quand même un dernier exemple sur Israël, et qui, là, bombarde la Syrie, bombarde le Liban. Et ils sont là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des manifestations avec des centaines de milliers de gens qui dénonçaient le fascisme du gouvernement israélien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés attaquer les Palestiniens dans une mosquée. Ils sont rentrés dans la mosquée. Ils ont tiré, ils ont envoyé des gaz lacrymogènes, ils ont arrêté des gens dans une mosquée. Tout le monde a babillé, oui, etc. Mais Netanyahou savait qu'en faisant ça, les Palestiniens ne seraient pas restés inactifs et qu'ils auraient réagi. Ah, pourquoi il fait ça? Parce qu'il pense qu'il va réutiliser la question de l'unité du peuple israélien contre les Arabes terroristes. Ça n'a pas marché parce que samedi encore, il y a eu des manifestations. Mais en même temps, il donne du moulin à ses alliés occidentaux pour faire oublier qui se passe en Israël, pour dire, j'appelle à la retenue, et Israël a le droit de se protéger, etc. Donc toute une rhétorique pour victimiser Israël et faire oublier ce qui se passe en Israël. Et puis un dernier point de partout le monde. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour sauver le soldat Macron? On va dire, oh, vous savez, Bon n'est pas tout à fait d'accord. Mais pendant 3 jours, on oublie la lutte, on oublie les retraites. Bon est-il avec Macron, grand désordre, etc. Donc il y a tout ça. Ce n'est pas vrai. Macron et Bon sont comme ça, mais c'est une tactique pour qu'on parle d'autre chose, de façon à donner l'espoir à la nature internationale. Vous savez, il va défendre la paix, il va demander à la Chine, à Xi Jinping de négocier, arrêter, ne donner pas des armes, etc. Tout ça, c'est de la manipulation médiatique. Macron, c'est un pantin quand il va en Chine, devant Xi Jinping. Vous croyez que les Chinois vont écouter le petit Macron? Ils vont dire, oui, va négocier totalement de cette puissance déclin. La preuve, c'est qu'ils ont commencé des manœuvres pour cercler Taïwan, et puis que jamais il n'a pris fait de déclaration laissant croire qu'il aurait écouté un petit peu Macron. Mais bon, le but c'était de lui redonner une stature, de faire croire qu'il parle avec les grands, pendant qu'on fait croire que